Rick Lagina a peut-être découvert le rebondissement le plus étonnant de toute l'histoire d'Oak Island et, étonnamment, il ne s'agit pas simplement d'un trésor caché. Après 13 saisons incessantes, consacrées presque entièrement à creuser plus profondément dans le légendaire Money Pit, la conclusion dramatique de la saison 13 laisse entrevoir une possibilité qui change tout ce que les historiens, les chasseurs de trésors et même les sceptiques pensaient comprendre. L'implication est extraordinaire depuis plus de 229 ans. Toutes les expéditions majeures ont pu poursuivre le mauvais objectif dès le début, non pas parce qu'elles manquaient de détermination ou de technologie, mais parce que l'île elle-même a été délibérément conçue pour les envoyer dans la mauvaise direction. Cette prise de conscience transforme chaque échec de fouille en quelque chose de bien plus significatif. Cela suggère que les générations de chercheurs qui ont consacré leur fortune, leur carrière et même leur vie à résoudre Oak Island n'ont pas été vaincus par la malchance ou par une ingénierie impossible seule. Au lieu de cela, ils ont peut-être suivi un chemin soigneusement tracé des siècles plus tôt par des personnes qui avaient anticipé exactement ce que penseraient les futurs explorateurs. Si cette théorie est vraie, alors la plus grande tromperie sur Oak Island n'a jamais été le trésor lui-même. Cela convainquait tout le monde ou le cherchait. Une conversation au cours de l'enquête a parfaitement capturé cette possibilité troublante. Alors que des théories étaient échangées sur l'étrange histoire de l'île, un chercheur a discrètement suggéré que presque toutes les personnes profondément impliquées dans l'enquête sur Oak Island au fil des années semblaient partager des liens inattendus, notamment des liens avec la franc-maçonnerie et d'autres traditions historiques. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou de quelque chose de plus significatif, l'observation a encouragé l'équipe à aller au-delà de la pensée conventionnelle et à remettre en question les hypothèses qui avaient guidé chaque expédition avant elle. Si les preuves émergeant de la saison 13 sont exactes, alors la véritable structure cachée sous Oak Island n'a jamais été destinée à être découverte par quiconque creusant directement dans le Money Pit. Au lieu de cela, le véritable objectif a peut-être été caché quelque part où presque personne n'a sérieusement envisagé de chercher. Une telle révélation ne réécrirait pas simplement l'histoire d'Oak Island. Cela pourrait obliger les historiens à reconsidérer les connaissances techniques, la planification et les intentions de celui qui a conçu le système souterrain élaboré de l'île il y a des siècles. L'histoire documentée commence en 1795, lorsqu'un jeune homme nommé Daniel McGuinness remarqua une curieuse dépression circulaire dans le sol alors qu'il explorait l'île. Poussé par la curiosité, lui et plusieurs compagnons ont commencé à creuser, croyant être tombés sur quelque chose d'inhabituel. À quelques mètres seulement, ils rencontrèrent une couche de rondins de chêne, soigneusement construite, une découverte inattendue qui suggéra immédiatement une activité humaine sous la surface. Ce moment a déclenché l'une des chasses aux trésors les plus longues de l'histoire, une recherche qui se poursuit plus de 2 siècles plus tard. Au fil des décennies, des expéditions organisées sont revenues encore et encore, chacune étant convaincue qu'un équipement amélioré, un meilleur financement ou une plus grande détermination réussirait enfin là où les chercheurs précédents avaient échoué. Pourtant, chaque tentative s'est soldée par des résultats remarquablement similaires. Les fouilles se sont effondrées sans avertissement, l'eau de mer a déferlé dans des puits soigneusement creusés, des machines coûteuses sont restées piégées sous terre et d'énormes investissements ont disparu dans le paysage impitoyable de l'île. Chaque génération croyait être plus proche que la précédente pour ensuite découvrir que Oak Island semblait prête à chaque mouvement qu'elle entreprenait. Le coût humain s'est révélé encore plus inquiétant que les pertes financières. Au cours de 229 années d'exploration documentée, au moins 6 personnes auraient perdu la vie en poursuivant le mystère caché sous l'île. Leurs sacrifices sont devenus partie intégrante de la légende elle-même, renforçant la vieille croyance selon laquelle 7 doivent mourir avant que le trésor puisse enfin être révélé. Qu'elle soit considérée comme un folklore ou une coïncidence, cette tradition obsédante continue de jeter une ombre sur chaque expédition moderne. Au fil des années, les histoires entourant Oak Island se sont étendues bien au-delà de l'histoire documentée. Les légendes locales parlaient de chiens noirs fantomatiques, aux yeux flamboyants errant sur l'île, la nuit protégeant le trésor caché des intrus qui osaient s'approcher de trop près. D'autres ont décrit un corbeau inhabituellement vigilant, considéré par certains comme incarnant un ancien esprit
gardant éternellement le monépite. Ces contes ont estompé la frontière entre histoire et mythologie, rendant de plus en plus difficile la distinction entre les faits vérifiés et les générations de récits. Malgré les légendes grandissantes, une caractéristique d'Oak Island est restée systématiquement étayée par des enquêtes techniques. Depuis le XIXe siècle, les chercheurs ont documenté des preuves suggérant l'existence de tunnels d'inondation élaborés reliant la zone de monépite directement à l'océan Atlantique. À maintes reprises, les fouilles atteignant des profondeurs critiques ont déclenché des inondations dévastatrices qui ont submergé les pompes, détruit les puits et effacé des mois, voire des années de travail minutieux en quelques heures seulement. La sophistication de ce système hydraulique continue d'étonner les ingénieurs modernes. Cela semble beaucoup trop délibéré pour être écarté comme un phénomène géologique naturel. Au lieu de cela, de nombreux spécialistes pensent que quelqu'un a intentionnellement conçu un réseau souterrain capable de canaliser l'eau de mer précisément là où elle infligerait le maximum de dégâts à quiconque tenterait de creuser directement vers le bas. Si cela est vrai, cela représente un exploit d'ingénierie extraordinaire, bien en avance sur ce que beaucoup croyaient possible à l'époque à laquelle il a pu être construit. Les conséquences financières d'une confrontation avec ce système sont presque inimaginables. Au milieu du XIXe siècle, des sociétés comme Onslow Company et Truro Company avaient déjà épuisé des fortunes équivalent à des millions de dollars modernes sans atteindre leur objectif. Des organisations ultérieures, notamment l'Oak Island Association, la Halifax Company et finalement la Oak Island Eldorado Company, arrivèrent avec une technologie améliorée, un optimisme renouvelé et un soutien financier substantiel pour repartir vaincus comme toutes les expéditions qui les ont précédées. Même des noms célèbres ont été captivés par le mystère. Le futur président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, a investi dans une entreprise d'Oak Island au début du XXe siècle et aurait suivi l'évolution de la situation avec un enthousiasme remarquable pendant des décennies. Pourtant, malgré son intérêt et les efforts combinés d'innombrables investisseurs, ingénieurs et explorateurs, l'île a refusé de livrer ses secrets. Génération après génération, nous avons découvert que la détermination seule ne suffisait jamais. Pendant presque toute l'histoire des recherches, une hypothèse est restée pratiquement incontestée. Les enquêteurs pensaient que les tunnels d'inondation existaient dans un seul but simple, protéger un coffre-fort situé directement sous le monépite. La logique semblait indéniable. Résolvez le problème des inondations, continuez à creuser plus profondément, et finalement, tout ce qui y était caché ressortirait enfin à la lumière. Cette croyance a façonné presque toutes les grandes expéditions à partir de 1795. Pourtant, les historiens reconnaissent de plus en plus combien il est devenu difficile de séparer les événements originaux du folklore qui s'est accumulé autour d'eux. Les premiers récits du monépite ont changé à plusieurs reprises à mesure que de nouvelles histoires circulaient dans les journaux, les livres et les traditions locales. Chaque génération a ajouté de nouvelles interprétations jusqu'à ce que la frontière entre l'histoire documentée et la spéculation imaginative devienne presque impossible à identifier avec certitude. Même aujourd'hui, les chercheurs admettent qu'ils ne peuvent pas reconstituer exactement ce que les premiers découvreurs ont réellement découvert. Depuis la première fouille jusqu'à la fin de la saison 12, chaque enquête sérieuse partageait une caractéristique déterminante. Ils regardèrent tous vers le bas. Le monépite lui-même est resté la destination incontestée, tandis que chaque défi technique visait à atteindre de plus grandes profondeurs sans déclencher d'inondations catastrophiques. La recherche a toujours été verticale et l'hypothèse derrière cette stratégie est restée presque sacrée pendant plus de 2 siècles. La saison 13 a discrètement brisé cette hypothèse, plutôt que d'abandonner les recherches parce que les preuves avaient disparu. L'enquête a changé de direction parce que des preuves entièrement nouvelles pointaient vers un endroit que presque aucune expédition précédente n'avait considéré comme significatif. Au lieu de se concentrer sous le monépite, l'attention s'est déplacée latéralement vers le littoral, une zone que des générations d'explorateurs avaient largement considérée comme la limite extérieure de l'île, plutôt que comme sa véritable destination. Ce changement soulève peut-être la question la plus troublante jamais soulevée à propos d'Oak Island.
Et si le monépite lui-même n'avait jamais été destiné à protéger directement le trésor? Et si cela fonctionnait plutôt comme une distraction élaborée, conçue pour convaincre chaque futur explorateur de creuser précisément là où les constructeurs voulaient qu'il creuse? Si tel est le cas, alors pendant 229 ans, chaque expédition a peut-être suivi, sans le savoir, une tromperie soigneusement conçue qui a fonctionné exactement comme ses créateurs l'avaient prévu. Selon les récits liés à la production de la saison 13, la découverte la plus importante n'a pas du tout commencé sous le monépite. Au lieu de cela, le détecteur de métaux de Gary Drayton aurait identifié un signal inhabituellement puissant à proximité du rivage, produisant des caractéristiques différentes des débris métalliques dispersés catalogués au cours des saisons précédentes. La réponse suggérait quelque chose de plus grand, de plus dense et de bien plus substantiel que des artefacts isolés se trouvant près de la surface. Sous ce signal remarquable, les enquêteurs auraient identifié quelque chose d'encore plus intrigant, un vide souterrain, caché, là où la terre solide aurait dû exister. Une telle découverte a immédiatement attiré l'attention, car le sous-sol d'Oak Island a été largement cartographié au cours de décennies de forages et d'études géologiques. Une cavité non documentée située près du rivage plutôt que du monépite suggérait soit que les enquêtes précédentes avaient négligé une structure majeure, soit que tout le monde avait simplement cherché au mauvais endroit. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, les ouvriers auraient rencontré du bois lourd, contrairement au bois enterré ordinaire. Des témoins ont décrit le son produit lors de l'excavation comme étant inhabituellement creux, résonnant d'une manière compatible avec un espace clos, plutôt qu'avec un sol densément compacté en dessous. Si ces descriptions reflètent fidèlement ce qui s'est passé, le bois était presque certainement structurel, intentionnellement placé dans le cadre d'une construction soigneusement conçue, au lieu d'arriver naturellement par l'érosion ou l'activité humaine ultérieure. Vint ensuite le détail qui sépare cette découverte rapportée de presque toutes les fouilles précédentes de l'histoire d'Oak Island. Lorsque la structure fut finalement brisée et l'inondation dévastatrice qui avait vaincu des générations d'explorateurs ne serait jamais arrivée. Pour une île dont la caractéristique déterminante a toujours été une inondation catastrophique, l'absence totale d'eau de mer tumultueuse est devenue l'une des observations les plus remarquables de toute la saison. Ce seul fait a des implications extraordinaires. Soit le légendaire système de défense hydraulique est tombé en panne à cet endroit précis après avoir fonctionné avec succès pendant des siècles, soit la structure nouvellement découverte a été délibérément placée dès le début hors de portée de ces tunnels d'inondation. Compte tenu de la sophistication déjà démontrée ailleurs sous Oak Island, de nombreux chercheurs trouvent que la deuxième explication beaucoup plus convaincante que la première. Les sources décrivant l'intérieur de la chambre soulignent systématiquement l'état de ses murs. Plutôt que de montrer des dommages brutaux causés par des fouilles précipitées, les surfaces auraient porté des marques d'outils délibérément laissées par des artisans hautement qualifiés. Chaque coupe semblait mesurée et intentionnelle, suggérant des constructeurs possédant à la fois une patience remarquable et une expertise considérable en matière de construction souterraine. Il ne s'agissait pas de marques précipitées d'hommes cachant quelque chose rapidement avant de s'enfuir. Il reflétait la confiance des constructeurs, créant une structure destinée à durer pendant des générations. Le détail le plus obsédant rapporté par ceux qui connaissent la découverte n'a peut-être rien à voir avec le bois ou la pierre sculptée. À maintes reprises, les témoins reviennent décrire l'atmosphère à l'intérieur de la salle elle-même. Ils parlent d'air vicié de bois anciens et du parfum incomparable associé à des espaces restés isolés du monde extérieur pendant une période inimaginable. Si ces descriptions sont exactes, elles suggèrent quelque chose de profondément important. La chambre est restée intacte, résistant à des siècles de pression des marées, à une géologie changeante et à des fouilles humaines incessantes, car celui qui l'a construite a compris exactement comment créer une structure capable de survivre au passage du temps lui-même. Ce que la géologie a fait ensuite, l'événement quasi catastrophique qui aurait frappé la zone monépite au cours de la saison 13. Le tournage n'est pas une intrigue secondaire. C'est le mécanisme par lequel les preuves physiques les plus importantes de la saison sont exposées, et cela met presque définitivement fin aux fouilles. La géologie souterraine d'Oak Island est composée de couches de calcaire et de gypse qui se dissolvent lentement depuis des milliers d'années. Cette géologie karstique existe partout en Nouvelle-Écosse,
Mais les conditions spécifiques de cette île combinées à la pression incessante de forage et d'excavation de 229 ans d'activité de recherche ont accéléré la dissolution d'une manière difficile à prévoir ou à modéliser pleinement. Chaque puits a coulé, chaque trou foré, chaque campagne d'excavation a progressivement affaibli l'intégrité structurelle du réseau souterrain. La roche et les sédiments sous Oak Island ne sont plus les mêmes qu'en 1795. Ils ont été compromis couche par couche, saison après saison. En profondeur, un seul effondrement ne reste pas local. Il se propage, déstabilisant les tunnels adjacents, inondant les vides, déclenchant des défaillances secondaires dans des sections du système qui semblaient stables. Il détruit des mois de données de journal en quelques secondes et peut rendre impossible l'accès en toute sécurité à des zones précédemment cartographiées. Le défi technique ne consiste pas seulement à creuser vers le bas. Cela se fait sans déclencher une défaillance en cascade dans un système souterrain qui a été géologiquement affaibli à un degré inconnu. Quelle source ferme? La production décrit un événement d'effondrement dans la zone de Money Pit pendant le tournage de la saison 13 d'ampleur suffisamment grave pour déclencher un ordre d'arrêt des travaux de la part des autorités locales et une fermeture temporaire de toute la zone de Money Pit. L'île, la géologie elle-même, arrête l'exploitation. Ni la météo, ni le budget, ni une décision prise en salle de crise. Seuls les détails du positionnement et des mouvements individuels lors de l'effondrement ne sont pas vérifiables à partir des preuves disponibles. Et cette décomposition ne les reconstruit pas. Le visage cède un peu. Maintenant, vous pouvez voir une fissure par ici. Ouais. Oh, waouh, ce trou que je suis sur le point de traverser. Oh, mec. Ouais. Ouais, allons-y. Ouais. Ce que l'on peut affirmer, c'est la conséquence opérationnelle et probante. L'effondrement a révélé une couche de débris sous la zone Money Pit qui n'avait jamais été documentée auparavant. De cette couche nouvellement exposée, des échantillons de bois ont été récupérés. Le bois ne porte pas les signatures des outils des campagnes de fouilles du XIXe siècle. Il ne s'agit pas de recherche ou de construction. Ce n'est pas du matériel de l'époque coloniale. Les marques d'outils sur les échantillons récupérés ne correspondent à rien de ce qui est placé sur cette île. Depuis 4 siècles, le bois lui-même est différent. Sa densité, son état de conservation, la nature des marques qui y sont gravées. Quelque chose qui était scellé sous la surface de la zone Money Pit depuis très longtemps vient d'être fissuré. Et ce qu'il contient n'appartient à aucun chapitre de l'histoire d'Oak Island que quiconque ait déjà écrit. C'est alors que la datation au carbone devient l'histoire centrale de la saison. Ce que dit la datation. La datation au carbone du bois récupéré situerait sa construction entre 1350 et 1400 après Jésus-Christ. Laissons ce chiffre se fixer. 1350 à 1400. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France se poursuit toujours. De mémoire d'homme, la peste noire a tué environ un tiers de la population européenne. Christophe Colomb n'est pas encore né. Les Amériques, en ce qui concerne tout document européen documenté, n'existent pas. Et quelqu'un est à Oak Island en train de construire sous terre. Pour comprendre pourquoi cette plage de date constitue le plus grand tournant dans l'histoire d'Oak Island, il est nécessaire d'être précis sur ce qu'elle élimine de toute considération. Cela élimine complètement l'ère des pirates. L'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes et dans l'Atlantique a culminé entre 1680 et 1730, environ plus de 3 siècles après la mise en place du bois. William Kidd, exécuté en 1701. Edward Teach, tué en 1718. Tous les candidats pirates jamais proposés comme constructeurs originaux d'Oak Island sont éliminés par une date de construction médiévale. Ce ne sont pas les pirates qui ont construit cela. Cela élimine l'ère coloniale. La première colonie européenne permanente documentée en Nouvelle-Écosse, Port-Royal, a été établie en 1605. Le bois serait antérieur à cette colonie de plus de 2 siècles. Les Acadiens, l'administration coloniale britannique, les Français, aucun d'entre eux n'était en Nouvelle-Écosse en 1350. Aucune population européenne de l'époque coloniale n'était en mesure de construire ce que les témoignages du littoral semblent décrire. Il élimine la construction standard du chercheur. Chaque fouille documentée d'Oak Island, à partir de 1795, est postérieure à la plage de datation au carbone d'au moins 350 ans.
Le bois récupéré de la couche de débris nouvellement exposée n'a été placé lors d'aucune campagne de recherche précédente. Ce que régit la plage de date de 1350 à 1400 est spécifique et ses implications sont importantes. Une présence humaine sur Oak Island, plus d'un siècle avant Christophe Colomb, opérant avec des outils de construction souterrains, spécialement conçus capables de concevoir un système hydraulique suffisamment sophistiqué pour rester partiellement fonctionnel 6 siècles plus tard. Il ne s'agissait pas d'un bref atterrissage ou d'une arrivée accidentelle. L'ampleur et la précision de ce que décrivent les preuves nécessitent une opération planifiée dotée de ressources et coordonnée. Celui qui comprenait suffisamment bien les conditions géologiques et de marée du site pour pouvoir les contourner. Celui qui est venu ici en sachant ce qu'il allait construire. Parmi les matériaux qui auraient été récupérés dans la couche de débris se trouvent des instruments de fouille dont la conception est conforme aux pratiques de construction européenne médiévale, en particulier au style d'outils documentés en France et en Écosse au XIIIe et XIVe siècle. Il ne s'agissait pas d'un équipement de creusement improvisé à partir de tout ce qui était disponible sur le littoral de la Nouvelle-Écosse, des instruments conçus pour traverser un océan construits pour des travaux souterrains structurés, les outils d'une opération professionnelle. Si ces récits sont exacts, les constructeurs qui travaillaient sous le rivage d'Oak Island dans les années 1300 n'exploraient pas. Ils sont arrivés avec un plan. Ils savaient ce qu'ils construisaient, où ils le construisaient, et exactement combien de temps ils en avaient besoin pour durer. Ce qu'ils construisaient réellement. Si la datation au carbone est valable, Oak Island n'a jamais été une affaire de trésor au sens conventionnel du terme. Il s'agissait de protection. Plus précisément, le type de protection qui nécessite de traverser un océan, d'identifier et d'étudier un site géologiquement adapté, de concevoir un système hydraulique à plusieurs composants à partir de zéro et de construire une structure souterraine étanche conçue pour durer non pas des années ou des décennies, mais des siècles. Ce n'est pas le comportement des chasseurs de trésors ou des pirates, c'est un comportement institutionnel. Une organisation dotée de ressources considérables de connaissances techniques avancées et d'une raison de faire disparaître définitivement quelque chose des archives historiques. Une organisation protégeant quelque chose qu'elle considérait comme irremplaçable. Le profil correspond de manière plus cohérente à un candidat historique documenté qu'à tout autre. Les Templiers furent officiellement dissous par décret papal en 1312 après des années de persécution orchestrées par Philippe IV de France. Je crois que lorsque Larif est mort, son peuple a décidé de l'enterrer dans un tombeau. Ils ont trouvé une très grande fosse de 100 pieds de profondeur, et ils se sont simplement tenus à l'écart. C'était un gouffre. Les dirigeants de l'ordre furent arrêtés en masse en 1307 pour hérésie. Des accusations que la plupart des historiens modernes considèrent comme politiquement motivées, destinées à permettre à la couronne française de s'emparer des biens des Templiers et d'éliminer une puissance financière devenue incommodement indépendante. Le grand maître Jacques de Molay fut brûlé vif en 1314. Philippe IV et le pape Clément V moururent dans l'année. Ce qui est arrivé à la richesse accumulée de l'ordre, à ses avoirs financiers, à ses bibliothèques, à ses objets protégés les plus importants, après 1312, n'a jamais été entièrement expliqué dans les archives historiques. Il s'agit d'une lacune historique documentée que des chercheurs sérieux étudient depuis des siècles. Lorsque les propriétés des Templiers à travers l'Europe furent saisies, des inventaires furent dressés. Ces inventaires sont incomplets. Le temple de Paris s'est avéré contenir beaucoup moins que prévu. La flotte templière documentée au port de La Rochelle dans les semaines précédant les arrestations a disparu. Sa cargaison et sa destination n'ont jamais été officiellement enregistrées. Le trésor des Templiers ne figurait dans aucun inventaire royal européen après la dissolution. Il n'a pas été récupéré. La question de savoir où il est allé reste véritablement irrésolue. Les Templiers étaient des maîtres bâtisseurs. Le patrimoine architectural et technique qu'ils ont laissé au cours de 2 siècles d'activité en Europe et dans le Saint-Laurent. Le terrain est vaste et techniquement documenté. Cathédrale, forteresse, port, système hydraulique, démontrant une connaissance pratique de la géologie de la pression de l'eau et de la mécanique des structures, à un niveau qui a mis au défi les ingénieurs qui les étudiaient des siècles plus tard. Le réseau de commanderies templières à travers l'Europe a donné à l'ordre l'accès à des études géologiques, à des matériaux de construction, à des artisans qualifiés et à l'infrastructure logistique
pour monter une expédition maritime vers une île isolée de l'Atlantique Nord sans attirer l'attention. Un système conçu pour interagir avec les marées océaniques n'est pas une ingénierie accidentelle. Cela nécessite une connaissance précise du comportement des marées, de la pression géologique, de la mécanique hydraulique et de l'interaction spécifique entre la géologie côtière et l'infiltration de l'eau de mer. Ce sont des disciplines que l'Ordre des Templiers a perfectionnées au fil des générations de construction en Méditerranée et en Europe du Nord. Un ordre qui a construit et entretenu l'infrastructure des États croisés, gérant les ports, les fortifications et les systèmes d'eau sur des terrains hostiles pendant près de 2 siècles, aurait possédé exactement l'expertise requise pour concevoir ce que démontre le système souterrain d'Oak Island. Les tunnels d'inondation dans ce cadre n'ont pas été construits pour protéger le Money Pit. Ils ont été construits pour protéger ce qui était caché sous le rivage et pour garantir que le Money Pit, la cible de fouille la plus visible et la plus évidente de l'île, absorberait chaque campagne de recherche et la vaincre. Les chercheurs creusant vers le bas se heurteraient à l'eau, s'effondreraient et échoueraient à chaque fois. Ils n'auraient jamais pensé à regarder de côté vers le rivage. Le système a été conçu pour que le Money Pit ressemble à la réponse, car le Money Pit a été construit pour être la mauvaise réponse. Le mystère n'est plus vertical. Il devient latéral, un système souterrain, connecté, s'étendant entre le marais, le rivage, et le Money Pit, relié d'une manière qui suggère une conception délibérée, plutôt qu'une formation géologique aléatoire. Le marais, le Money Pit et la chambre côtière ne sont pas 3 éléments distincts. D'après les preuves de la saison 13, ils semblent être 3 composants d'une seule structure intégrée. Un système avec un seul objectif, construit dans les années 1300. Par des gens qui comprenaient exactement ce qu'ils protégeaient et combien de temps ils avaient besoin de le protéger. Le Money Pit était le leur. Le rivage était la voûte. Et le système d'inondation qui les reliait était l'écluse calibrée en fonction du comportement des marées, de ce littoral spécifique de la Nouvelle-Écosse fonctionnelle pendant plus de 6 siècles et décisive pour faire échouer toutes les tentatives d'excavation pendant 229 ans. Si c'est le genre d'analyse approfondie pour laquelle vous revenez, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine panne d'Oak Island tombera bientôt et ce que la saison 14 devra creuser ne ressemble à rien de ce que la série a affronté auparavant. La salle de guerre. Quelle que soit la mise en scène spécifique de War Room de la saison 13 après les découvertes de la finale, le poids documenté de ce que produit la saison est réel et ne nécessite pas de dialogue inventé pour communiquer. La malédiction d'Oak Island n'est pas une invention de production. Il s'agit d'un élément documenté de l'histoire des fouilles de l'île. La légende selon laquelle 7 doivent mourir avant que l'île ne révèle sa vérité. 6 hommes sont morts au cours de l'histoire documentée des poursuites à Oak Island. La légende selon laquelle le trésor ne sera jamais retrouvé avant la mort de 7 personnes. Et jusqu'à présent, 6 sont morts. Le premier décès enregistré a eu lieu en 1860 et un lorsqu'une explosion de chaudière lors d'opérations de pompage a tué un homme et en a blessé plusieurs autres. D'autres décès ont suivi au cours des 19e et 20e siècles à mesure que les fouilles devenaient plus profondes et plus mécanisées. La malédiction n'a pas été invoquée à la légère. Il a été mérité mort par mort au cours de 229 années de fouilles infructueuses. La saison 13 serait plus proche de la 7e que n'importe quelle saison précédente de l'histoire de la série. Un effondrement suffisamment grave pour interrompre les opérations, fermer le site et déclencher un ordre formel d'arrêt des travaux de la part des autorités locales n'est pas un drame télévisé. Il s'agit d'un événement de sécurité documenté avec des conséquences opérationnelles réelles. L'ordre d'arrêt des travaux est un instrument juridique. Cela signifie que l'île elle-même, sa géologie, son instabilité, est devenue une menace suffisamment grave pour que les autorités extérieures soient intervenues pour arrêter les recherches. Cela ne s'est jamais produit auparavant au cours des 13 saisons de la série. Le rapport de datation au carbone, s'il est exact, change le sens de toute l'enquête. Il transforme le gouffre financier d'une cible de vol en un site archéologique. Cela transforme la question centrale de savoir où était le trésor, en qui étaient les bâtisseurs et que protégeait-il. Pour Rick Lagina, qui a passé 13 saisons à opérer dans le cadre vertical, qui a consacré des années et des ressources personnelles importantes au gouffre financier comme cible centrale, cette réorientation n'est pas abstraite.
c'est le recalibrage de tout ce qu'ils pensaient être l'objet de la recherche. 13 saisons d'exploration, et la réponse n'a jamais été ci-dessous. C'était de côté. S'il y a un moment dans la finale de la saison 13 qui capture le poids de ce que coûte cette réalisation, en temps en risque, dans la connaissance spécifique que l'effondrement s'est rapproché suffisamment pour tout changer, de façon permanente, cela ressemble probablement à ceci. Nous avons trouvé ce que nous cherchions ici, et nous ne nous en sommes presque pas éloignés. Que ces mots exacts soient prononcés dans l'épisode ou non, ils représentent le poids honnête de ce que la saison 13 apporte à tous ceux qui ont suivi cette recherche. 6 décès avant cette saison. Un effondrement suffisamment proche du 7 pour que l'ordre d'arrêt des travaux officialise la menace et la preuve que les constructeurs de ce système avaient prévu exactement ce type d'attrition et ont construit une structure conçue pour survivre à toutes les tentatives pour l'atteindre, quel que soit le coût pour ceux qui tentent. La malédiction n'a pas encore réclamé son 7e, mais la saison montre clairement que l'île n'a pas cessé de faire pression. Le plus gros rebondissement. Le gouffre financier n'a jamais été censé être résolu en creusant directement. C'est la conclusion que force la saison 13. Et c'est le plus grand rebondissement dans l'histoire d'Oak Island, non pas parce qu'il produit une révélation dramatique devant la caméra, mais parce qu'il invalide structurellement 229 ans de méthodologie d'excavation dans un seul résultat de datation au carbone. Chaque puits effondré, chaque tunnel inondé, chaque fortune drainée et chaque vie perdue au cours de plus de 2 siècles, tout cela est produit par un système construit spécifiquement pour générer ces résultats. Pas de malchance géologique. Il ne s'agit pas d'un échec technique de la part de chercheurs qui n'étaient pas assez intelligents ou qui ne disposaient pas de suffisamment de ressources. Résultat d'ingénierie conçu par des constructeurs qui ont modélisé le comportement des marais de l'île des siècles avant que la première pelle ne touche le sol de la Nouvelle-Écosse et qui ont calibré un système de défaillance pour empêcher indéfiniment l'excavation vers le bas. C'est une chose remarquable à absorber. Les 6 morts, les fortunes perdues, les expéditions ratées. Tout cela était prévu. Les constructeurs savaient que les gens viendraient les chercher. Ils ont construit le système pour garantir que la recherche coûterait tout et ne rapporterait rien. Ils l'ont comblé progressivement, et tous les 10 pieds environ, ils ont calé des poutres dans les parois de la fosse. Pendant 229 ans, il a fonctionné exactement comme prévu. Les tunnels d'inondation n'ont pas été construits pour protéger le gouffre financier. Ils ont été construits pour protéger ce qui se cachait sous le rivage. Le gouffre financier a été construit pour absorber toutes les campagnes de recherche sérieuses et ne rien rapporter, inondant les puits, effondrant les murs drainants. Les ressources de quiconque étaient suffisamment persistantes pour continuer à essayer. La véritable structure n'était pas en dessous du gouffre financier. Il était décalé, caché latéralement sous le rivage isolé de l'approche d'excavation verticale que tous les chercheurs pensaient depuis 229 ans comme la seule correcte. Le mystère n'est plus vertical. Cela devient latéral, un système connecté, et non un seul arbre. Le marais, le gouffre financier et la structure du littoral sont liés par l'ingénierie plutôt que par le hasard. L'ensemble de la surface de l'île des éléments, qui ont été traités comme des énigmes distinctes au cours de 13 saisons de tournage, semble désormais être une structure unique et intégrée, construite dans les années 1300 par des gens qui comprenaient exactement ce qu'ils protégeaient et pendant combien de temps exactement ils en avaient besoin. C'est la réalisation de la saison 13. Pas un coffre retiré du sol devant la caméra. Ce n'est pas un coffre d'or confirmé par un rapport de laboratoire. Une réorientation de toute la recherche de la mauvaise cible à la bonne, du vertical au latéral de la chasse au trésor, à l'archéologie d'un chapitre délibérément effacé de l'histoire humaine qui n'était jamais destiné à être récupéré. 200 ans au mauvais endroit. La réponse était là tout le temps. La question a désormais définitivement changé. Ce n'est plus là que se trouve le trésor. C'est ce qui était si important que les constructeurs des années 1300 ont traversé un océan pour le protéger, ont conçu un système qui a vaincu tous les chercheurs pendant 229 ans et ont construit une structure scellée qui reste des siècles plus tard structurellement intacte. Qu'est-ce qui exigeait ce niveau de protection ? Qu'y a-t-il peut-être encore à l'intérieur intact depuis le XIVe siècle, attendant dans l'obscurité sous un rivage de la Nouvelle-Écosse, pendant que le monde au-dessus changeait au point de devenir méconnaissable? Qu'est-ce qui vient ensuite ? Le plan opérationnel émergent de la saison 13 est le plus extrême de l'histoire de la série. Pas un autre forage,
pas un passage de sonar ciblé, pas un puits scellé, avec une caméra abaissée à une profondeur incertaine, renvoyant des images granuleuses qui soulèvent plus de questions qu'elles n'en répondent. Ce que les sources décrivent est une excavation à ciel ouvert à grande échelle, une approche par bande conçue pour retirer suffisamment de matériaux de surface pour cartographier, pour la première fois, le profil latéral complet du système souterrain, sans creuser en un seul point, ouvrant la surface de l'île sur une empreinte suffisamment grande pour tracer la structure connectée entre la zone du gouffre financier, le marais et le rivage, pour exposer l'architecture du système, plutôt que de le sonder aveuglément d'en haut. Oak Island est comme un puzzle, et une fois que vous vous impliquez dans la résolution du mystère, cela devient une dépendance, un cadre rendu impensable. Depuis 229 ans, si la réponse se situe en dessous du gouffre financier, vous approfondissez. Mais si la réponse est latérale, si le système est un réseau plutôt qu'une voûte, alors la seule façon de le comprendre est de voir sa forme complète. Et la seule façon de voir sa forme complète est d'ouvrir suffisamment de surface pour la révéler. Après 13 saisons de défaillance verticale, 13 saisons du même système d'inondation, mettant en échec la même approche descendante, l'option la plus agressive sur la table n'est plus l'option imprudente. C'est la seule approche qui correspond à ce que décrivent les preuves de la saison 13. Si l'ouvrage est latéral, l'excavation doit devenir latérale. La saison 13 n'était pas une question d'or. Il s'agissait d'une réorientation. Au moment où les recherches ont finalement corrigé leur direction après 229 ans, la datation au carbone, 15, la découverte du littoral, la couche de débris exposée suite à l'effondrement. Rien de tout cela n'indique un trésor enfoui. Cela pointe vers le point aveugle de l'histoire enregistrée, une présence humaine dotée de ressources professionnelles. Sur cette île, dans les années 1300, on construisait quelque chose conçu pour durer indéfiniment et pour rester complètement caché à tout chercheur venu la chercher. Ce que prouve la saison 13, ce n'est pas que le trésor existe. Cela prouve que tout ce qui était placé sur cette île était suffisamment important pour construire l'un des systèmes de dissimulation les plus sophistiqués jamais théorisés par des personnes possédant à la fois les connaissances et les ressources nécessaires pour l'exécuter parfaitement. C'est un autre type de découverte. À certains égards, c'est une situation plus troublante. La saison 14 hérite de cette découverte. La question à laquelle elle doit répondre est la plus importante des 13 saisons de l'histoire de la série. Qu'est-ce qui était si important pour que quelqu'un ait construit tout cela, pour le protéger, calibrer la géologie d'une île entière comme système de défense, ait obligé les chercheurs à creuser dans la mauvaise direction pendant 229 ans et ait choisi un endroit qu'aucune fouille sérieuse n'avait atteint avant la saison 13. Il n'est pas facile de répondre à cette question, mais pour la première fois depuis 229 ans, les recherches vont dans la bonne direction. Déposez votre théorie dans les commentaires. Un trésor des Templiers, des reliques sacrées, quelque chose de plus vieux que les deux, ou quelque chose que personne n'a encore envisagé. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche car la saison 14 s'ouvre sur cette question et elle ne va pas y répondre tranquillement.